Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Une vidéo particulière puisque je te crée une mini formation sur ce qu'est l'investissement immobilier. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui l'investissement immobilier c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Alors si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, pourquoi le pro de l'IMO? Tout simplement parce que je suis investisseur immobilier depuis 2010. Je suis chasseur immobilier pour des clients que j'accompagne dans leurs investissements et je suis également marchand de biens. Auparavant, j'étais gérant de société. Donc à ce jour, pour moi, l'investissement immobilier, c'est vraiment un prolongement de moi-même et c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Je multiplie les opérations, je discute qu'avec des partenaires qui ont une habitude d'investissement, une habitude de pratique immobilière. Et j'en ai tendance parfois à oublier que toi qui peux tomber sur des vidéos n'as pas la notion de comment on peut gagner par exemple de l'argent avec l'immobilier, comment fait-on pour investir, dans quel cas de figure, à qui ça s'adresse. C'est sûrement un domaine, si tu as cliqué sur cette vidéo, qui t'intéresse, mais que tu ne connais pas du tout. Alors, sur Internet, tu vas trouver énormément de conseils, énormément de formations, énormément de contenu, que ce soit de moi ou d'autres gens qui te parlent de l'investissement immobilier. Et voilà, dans cette vidéo, je vais te schématiser, simplifier ce qu'est l'investissement immobilier, les processus, étape par étape, pour connaître tous les mécanismes et les rouages. Et généralement, les abonnés qui regardent mes vidéos et les personnes de la team Pro de l'IMO, généralement, ce sont des personnes qui ont déjà investi, qui sont déjà passées en action et qui connaissent vraiment un petit peu l'immobilier. Et alors peut-être que dans cette vidéo, tu vas, toi qui as déjà fait des investissements, pas apprendre grand chose, mais je te conseille quand même de rester parce que c'est bien de se rappeler des bases, c'est bien de réfléchir ensemble sur des idées, des stratégies, des façons d'aborder un petit peu l'investissement immobilier. Et toi qui découvres ce domaine qui est l'investissement immobilier, eh bien cette formation que je t'offre aujourd'hui à travers une vidéo entièrement gratuite sur YouTube est faite pour toi. Et dans cette vidéo, je vais balayer vraiment tout le processus d'un achat immobilier. Donc, sois attentif, prends-toi un café, un thé, relaxe-toi, mets-toi bien et on va commencer cette vidéo. Alors avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet, je me suis présenté rapidement, mais je vais aller un petit peu plus en profondeur sur qui je suis, quel est mon parcours. Comme je t'ai dit, auparavant de faire de l'investissement immobilier, j'avais des sociétés, j'ai fait faillite. Donc j'ai dû commencer à partir de zéro. Et quand je te dis à partir de zéro, ça veut dire vraiment zéro, c'est-à-dire sans un sou en poche. Et j'ai commencé mes investissements immobiliers vraiment à partir de rien. Et ça fait 8 ans que je pratique l'investissement. Je me suis professionnalisé au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que vraiment ça a été mon quotidien, c'est devenu, comme je te dis, un prolongement de moi-même, une passion et aujourd'hui je suis chasseur immobilier et marchand de biens. Alors pourquoi j'ai fait de l'immobilier? Tout simplement parce que j'ai très vite compris que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent ou qui faisaient fortune dans n'importe quel domaine d'activité finalement font toujours des placements dans la pierre. Donc je me suis dit que je devais aussi m'orienter vers cette activité-là. Et j'ai commencé les investissements par une première affaire en 2010 avec une première opération. J'ai acheté une petite maison qui a coûté 35 000 euros. J'ai fait 15 000 euros de rénovation dedans et je l'ai revendue très vite à 70 000 euros. Et ça a été ma première affaire. J'ai fait 20 000 euros de chiffre d'affaires sur ce bien immobilier. Donc ce qui m'a permis de me lancer, d'avoir envie, d'aimer ça. Tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, peut-être que ça va te donner envie de passer à l'acte, de faire des choses via ce domaine d'activité. Je te le dis tout de suite et je vais te le dire plusieurs fois dans cette vidéo. Il va falloir que tu aimes faire ça. Et pour aimer faire ça, il va falloir que tu te mettes en action, savoir si c'est ton truc ou si c'est pas ton truc. Donc pour te résumer un petit peu mon parcours, j'ai commencé vraiment par une toute petite affaire avec pas de gros investissements mais qui a rapporté énormément par rapport à l'investissement injecté. Et en 5 ans, je suis devenu très vite ce qu'on peut appeler libre financièrement grâce à mes investissements. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le b.a.-ba de l'investissement immobilier. Peut-être te dire des choses que tu as déjà entendues ou appliquées et adaptées dans tes investissements. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que
comme tu le sais, si tu me suis, en tout cas si tu ne me suis pas, tu vas savoir que je ne suis pas un super adepte de la formation généraliste. Pourquoi? Parce que chaque individu a sa propre manière d'investir. Chaque individu a des envies particulières, chaque individu a une famille, un contexte, un niveau social au moment même où il va commencer ses investissements qui est vraiment propre à tout à chacun. Que ce soit au niveau de ta projection vis-à-vis de l'immobilier, de ta fiscalité, chaque méthode doit être individualisée. Donc comme je te le dis, je ne suis pas un fervent adepte du généraliste. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va survoler les grandes étapes de l'investissement. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas faire du copier-coller sur chaque investissement. Chaque bien immobilier que tu vas acheter est unique et chaque stratégie est différente selon chacun des individus. Donc j'espère que tu m'as bien saisi par rapport à cette nuance du généraliste et de ce que tu devras appliquer par rapport à toi, ta vie, ta famille, ton niveau social et tes envies vis-à-vis de l'investissement locatif. La première étape, et je te la mets là. Alors, j'espère que tu vois correctement. Prends-toi un café, on est là, on est relax. La première étape. J'espère que tu vois, j'espère que tu arrives à me lire. Je ne suis pas très sûr, mais je t'ai écrit capacité d'investissement. Alors, pourquoi la capacité d'investissement? On va être très très clair. Même s'il y a des moyens de le faire, mais ça ne va pas être du tout dans le sujet de cette vidéo. Si tu es au chômage, si tu es au RSA, si tu es en situation de précarité, d'endettement, quoi que ce soit qui ne te permet pas d'investir ou que ta situation au moment T ne te permet pas d'utiliser l'effet de levier de la banque, c'est-à-dire d'aller contracter un crédit pour aller acheter un bien immobilier, ne te lance pas dans l'investissement. En tout cas, ce n'est pas le bon moment. C'est une étape importante parce qu'elle va te permettre de déterminer tes objectifs et également savoir sur quel type de bien tu vas pouvoir te projeter. Alors, ce que tu dois aussi savoir, c'est qu'il faut vraiment être réaliste avec toi-même. Ça ne sert à rien de rêver, ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Il va falloir être très factuel par rapport à cette situation. Soyons très clairs. On rêve tous d'acheter un immeuble sur les Champs-Élysées à Paris. Mais forcément, tout le monde n'en a pas la capacité et donc il faut être cohérent par rapport au type d'investissement que tu vas pouvoir faire. Alors pour certains qui sont à contrario très réalistes, très pragmatiques dans leurs investissements, très calculateurs dans la manière d'aborder leur compte, il ne faut pas non plus omettre cette réalité et vraiment se faire accompagner peut-être d'un professionnel, un courtier, un banquier, mais de savoir exactement si tu es finançable et à quelle hauteur tu es finançable. Et ça va déterminer ton premier objectif et ton premier investissement. Tu vas savoir ce que tu peux acheter avec ce que le banquier va pouvoir te prêter. Alors, ce qui nous amène à ta capacité d'emprunt. C'est très mal écrit. C'est pas grave. Ça me permet d'avoir des liens mémotechniques. La capacité d'emprunt, comme je te dis, c'est celle-ci qui va déterminer l'investissement que tu peux faire. Admettons que tu gagnes environ 2 000 euros, que la banque te prête à hauteur de 150 000 euros. Ça te ramène à l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure. Tu ne vas pas pouvoir acheter un immeuble sur les Champs-Élysées ou une villa sur la Côte d'Azur. Ça, il faut être très clair. Par contre, tu vas pouvoir faire peut-être un investissement d'un appartement sur une grande ville ou d'un petit immeuble de rapport dans une ville de province. Et donc, ça aussi va déterminer ce que tu vas faire par la suite. C'est-à-dire, tu dois savoir plusieurs choses lorsque tu vas te lancer dans l'immobilier. Savoir pourquoi tu en fais, c'est essentiel. Pourquoi faire de l'immobilier? Tu as plusieurs raisons. La première raison, transmettre un patrimoine. Pourquoi pas? La deuxième raison, avoir un complément de revenu. La troisième raison, avoir une retraite complémentaire. La quatrième raison, peut-être vivre de tes revenus locatifs. C'est celle que moi j'ai choisie, c'est vers laquelle je me suis orienté. Et donc, selon ce que tu vas acheter,
il va falloir que tu dégages un différentiel. Alors le différentiel, je t'expliquerai ce que c'est un peu plus tard dans la vidéo, mais il va falloir que tu dégages un différentiel pour gagner de l'argent immédiatement grâce à ton investissement locatif. Tu ne vas pas raisonner de la même façon si c'est pour une transmission de patrimoine, tu ne raisonneras pas de la même façon si c'est pour un complément de revenu et également si c'est pour une retraite complémentaire. Primordial, le pourquoi. Alors le pourquoi du moment sera peut-être pas le même dans un mois, 2 mois, 1 an, après ton premier, deuxième, troisième investissement. Ta vie d'investisseur va toujours évoluer avec le pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui fera toujours partie du questionnement pourquoi je fais de l'immobilier. Moi, personnellement, je fais de l'immobilier parce que j'aime ça, c'est une passion, mais également, il faut être très clair, très pragmatique, très factuel. Tu gagnes de l'argent avec tes investissements et ça a été un leitmotiv pour moi de faire de l'investissement. Je t'ai parlé de ta capacité d'emprunt, mais je vais te parler aussi de ta capacité d'apport personnel. L'apport personnel, essentiel. Je reçois beaucoup de questions où on me demande: Hassan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois mettre 10%, 15%, 20% d'apport? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois utiliser mon épargne par rapport à un investissement? Quelle est la stratégie la plus logique? Comme je te dis, c'est du cas par cas, mais essayons d'être généralistes pour une fois. Eh bien, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que, admettons, tu vas faire un investissement de 100 000 euros. On va prendre des chiffres de base. Tu vas gagner 1 000 euros par mois avec cet investissement. Par mois. Il faut déjà que tu aies 6 mois d'épargne de précaution, soit 6 000 euros. Ça, c'est déjà quelque chose que tu ne dois pas toucher. Ces 6 000 euros-là, il ne faut pas y toucher. Il faut que tu les gardes au niveau de ta trésorerie pour que ce soit déjà ton épargne de précaution vis-à-vis de l'investissement que tu vas faire. Ça, c'est essentiel. Tu dois aussi avoir, en plus, peut-être un apport, 10%, donc 10 000 euros, mais également une moyenne de 5 à 10 000 euros en plus pour les imprévus. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est l'imprévu. Donc, tu vas te dire, ça fait déjà quand même pas mal d'argent. Et je vais te dire oui, évidemment. Alors, on va passer sur ce domaine-là quand tu fais ton premier investissement. Et puis, on te conseille souvent, puisque tu peux acheter des biens à 110%, ça arrive, mais je vais pas te le conseiller. Finalement dans cette idée-là, parce que je veux que tu fasses les choses intelligemment et de manière pragmatique et que tu sois serein par rapport à tes investissements. Tu vas te faire financer à la banque 100 000 euros. Tu vas apporter 10 000 euros qui vont généralement correspondre aux frais de notaire, aux frais d'agence, aux frais de dossier, aux frais d'hypothèque, aux frais de garantie, peu importe. Tu vas dégager un revenu mensuel de 1 000 euros par mois, ce qui va faire que tu dois bloquer 6 mois de précaution d'épargne. Pourquoi je te dis de bloquer 6 mois de précaution d'épargne? Parce que sur le papier, dégager 1 000 euros par mois pour un investissement de cette sorte, tu n'es pas sûr que ça se passe comme ça. Et c'est là où je vais en venir. C'est que un investissement locatif, sur le papier, c'est toujours très beau, très sexy, mais dans la réalité, il faut pouvoir te protéger. Il faut pouvoir avoir de la trésorerie. Donc ces 6 000 euros sont une épargne de précaution et tu verras que les banques, c'est généralement ce qu'elles te demandent.
qui va faire en sorte que si tu as de la vacance, de la carence locative, de l'impayé, tu peux être serein. La deuxième chose, c'est qu'il va te falloir 10 000 € d'apport pour justement shooter cet investissement. Je te le dis, tu peux le faire à 110%, qui plus est ton premier investissement, ok. Mais je ne te le conseille pas, donc on va partir sur ce schéma-là. Et 5 à 10 000 € de côté pour être vraiment relax lorsque tu lances un investissement. Et pourquoi je te parle de ça alors que tu as déjà 6 000 € d'épargne de précaution par rapport à ton investissement qui va découler? Eh bien, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui pourrait t'arriver lorsque tu fais de l'investissement immobilier. J'avais acheté un bien, c'était une maison de ville où j'ai budgétisé mes travaux, tout était ok, j'avais fait au centime près avec l'entrepreneur, on avait tout vérifié. J'avais fait monter un couvreur sur la toiture paraissait plutôt en bon état, mais à mon habitude, lorsque je prends un bien immobilier vétuste et que je veux le rénover, j'arrache tout et j'en fais une boîte à chaussures. Qu'est-ce que c'est une boîte à chaussures? Je t'expliquerai un petit peu plus tard dans la partie travaux. Et donc, ayant tout désossé de cette maison-là, donc je t'expliquerai, mais je te le dis déjà un petit peu là, boîte à chaussures, c'est que tu désosses tout, tu casses tout à l'intérieur et tu as des murs à nu. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que la charpente, la sablière, tout ce qui maintient, toute la toiture, si tu veux, était pourri, moisi. Donc forcément, l'entrepreneur n'allait pas me faire cadeau d'un remplacement de toiture globale et j'ai dû sortir de l'argent en plus. Partons du principe que je fais un financement à 110%, que je n'ai pas 1 € de côté pour mes futurs loyers, que je n'ai pas d'épargne de précaution. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma situation? Est-ce que je vais demander une rallonge à la banque? Est-ce que je vais appeler Cofidis, Sofinco? Voilà, je vais me retrouver dans ce type de situation qui n'est très sincèrement pas agréable. Et puis, lorsque mes travaux sont achevés, peut-être que je vais peiner pendant 1 mois, 2 mois pour trouver un bon locataire. Et si je peux taper dans ma réserve là, c'est à ça qu'elle sert. Pour justement que ça couvre un petit peu mon crédit. Puisque là-dessus, j'aurai un crédit forcément. J'espère que jusqu'à présent, tu me suis. J'essaie de rester généraliste, faire comprendre petit à petit le process d'un investissement. Alors, tu vas entendre plusieurs choses. Tout dépendra de ton salaire. On va te dire généralement peut-être que tu ne dois pas excéder 33% par rapport à ton taux d'endettement, mais également, si tu as un salaire un peu plus confortable, on ne prendra plus ces fameux 33%, mais on prendra ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, dans tes capacités d'investissement, comme je t'ai expliqué, tu dois gérer les risques et ne pas investir toutes tes économies. Il faut que tu gardes, voilà, par rapport au loyer, par rapport aux surprises que tu auras, quelques économies qui vont pallier justement aux futurs investissements. Parce que investir, ce que tu dois savoir et ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une notion de risque. Tu prendras un risque. On va revenir sur l'investissement à 110%, donc c'est-à-dire d'avoir 0 d'apport personnel. Tu peux le faire, c'est quelque chose que tu peux absolument tenter avec une banque et pour ton premier investissement, ils vont te dire oui. Mais par contre, tu vas prendre un risque et ça, tu dois le connaître et le comprendre parce que même si toi, sur tes calculs, tout est OK, tu as un locataire qui va te payer, etc., etc., et tu es en autofinancement. Alors, autofinancement, je t'explique. Autofinancement, c'est-à-dire que tu achètes un bien à 100 000 €. On va faire des calculs un peu grossiers. Tu as 500 € de crédit et ton bien se loue 500 €. Il est en autofinancement. Attention, je vais t'expliquer par la suite que là déjà ton calcul n'est pas bon parce que à ça vont s'ajouter énormément de charges. Très important. Mais voilà ce qu'on peut appeler un autofinancement. 500 € de crédit, 500 € de rentrée locative, tu es en autofinancement. De charges. Mais comme je te dis, pour qu'il y ait autofinancement, il faut qu'il y ait locataire en place et que celui-ci
te paye ton loyer. Donc tu dois mesurer les risques de ta capacité d'emprunt, de ta capacité d'apport personnel et de ta capacité d'investissement pour éviter de prendre un maximum de risques lorsque tu te lances dans l'investissement. Et ça va te faire éviter énormément d'ennuis. Et donc, ça va te permettre de savoir exactement combien d'argent tu peux mettre dans ton projet. Tu vas savoir combien de biens tu vas pouvoir acheter finalement, quelle enveloppe tu auras pour les travaux et donc quelle limite de rendement tu vas pouvoir avoir. Le rendement, on va y venir juste après. Il y a une chose que je vais te répéter aussi plusieurs fois dans cette vidéo, va voir toujours des professionnels, fais-toi accompagner par des professionnels dans ton parcours d'investisseur. Fais-toi accompagner par un notaire, fais-toi accompagner par un comptable quand le moment sera venu. Fais-toi accompagner par des chasseurs immobiliers qui ont déjà investi eux-mêmes. Fais-toi toujours accompagner par des pros. Ne te fais pas conseiller par tonton Michel qui a acheté en 85 un appartement et qui aujourd'hui est complètement dépassé avec les lois, les normes et autre chose comme ça, et pour qui lui ça s'est mal passé et qui a fait qu'un investissement dans sa vie et qui viendrait te donner des conseils. Voilà. Essaie vraiment de prendre conseil chez des gens qui savent, qui pratiquent et qui sont de professionnels et qui ont des assurances de professionnels, c'est-à-dire qu'ils prennent les risques avec toi. Admettons que la banque te dise tu as la capacité, parce que tu as des revenus très confortables, de pouvoir faire un investissement à 500, 600 000, 800 000 euros. Toi, ton rapport au risque, à l'appréhension que tu as vis-à-vis d'un bien immobilier dans le dur, tu ne vas pas te sentir capable d'aller jusqu'au bout de cet investissement et peut-être que le plus raisonnable serait de partir sur un investissement, je dis une bêtise, un parking, un box, un garage, un petit appartement, bref, quelque chose où tu peux vraiment très largement te sentir à l'aise avec le coût du crédit que tu aurais, même si demain il se passait les pires des choses, il était inlouable et que toutes les galères te tombent dessus. Voilà, c'est aussi ça que tu dois comprendre, c'est toi ta notion par rapport au risque de l'investissement que tu vas prendre. Donc lorsque tu sais ce que tu peux acheter, ce que tu vas pouvoir investir, et comme je te dis, quand on va revenir à ce que je te disais tout à l'heure en début de vidéo, admettons tu es parisien et que tu as des capacités d'emprunt de pouvoir investir 150 000 euros et que tu veux vivre de tes loyers, admettons, il va falloir que tu fasses un différentiel. Donc, on va déjà faire une parenthèse sur ce qu'est le différentiel. Le différentiel, tu achètes un bien à 100 000 euros. Tu as 500 euros de crédit. Tu loues 1000 euros. Voilà ce qui est le différentiel. C'est-à-dire que tu as 500 brut, je vais t'expliquer, brut de différentiel. Pourquoi je te dis brut? Parce que si tu as 1000 euros et que tu as 500 euros de crédit, lorsque tu fais un investissement immobilier, il n'y a pas que le crédit, il y a beaucoup de charges à prendre en compte. Tu vas prendre en compte des assurances qui vont se rajouter à ça. Ce sont des assurances de propriétaires non occupants. Tu vas avoir peut-être de la gestion en agence. Ça sera à déterminer. Est-ce que tu fais gérer ton bien? Est-ce que tu le gères par toi-même? Donc la gestion, généralement, tu as aussi peut-être une assurance de loyer impayé. Loyer. Je crois que tu comprendras rien à mon écriture, mais en tout cas, c'est pour moi que je m'en souvienne. Tu as également la TF, la taxe foncière. En tant que propriétaire bailleur, c'est-à-dire que tu as acheté un bien, que tu n'es pas propriétaire occupant, que tu le mets en location, tu n'as pas de taxe d'habitation à payer, mais tu as une taxe foncière où tu devras toujours payer cette taxe foncière. Donc elle doit rentrer dans ton calcul et ce qui va faire en sorte que ces 500 bruts vont être amoindris par toutes ces charges. J'espère que tu me suis jusque-là. Voilà un petit peu ce qu'est le différentiel. À ça, bien évidemment, il y aura de l'imposition
ça va être trop complexe que je t'explique un petit peu dans cette vidéo comment justement le réduire, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est déjà de t'expliquer un petit peu les rouages de l'investissement immobilier. Mais sache qu'il y a des façons de faire de l'investissement où l'imposition, tu en payes moins, ou parfois tu n'en payes pas du tout. Maintenant, il faut que tu acceptes aussi, c'est que tu fais de l'investissement, tu développes un patrimoine, tu développes des revenus. Il ne faut pas non plus prendre peur de payer de l'impôt. Tu en payeras tôt ou tard. Je t'ai expliqué ce qu'était le différentiel. Faisons une petite parenthèse. Faire de l'investissement immobilier, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus chronophage, mais lorsque tu es en quête d'un bien immobilier, ça va te prendre énormément de temps. Ça va te prendre énormément de temps dans tes visites pour trouver la bonne affaire, pour rencontrer les différents partenaires. Ça te prendra également du temps lorsque tu vas faire tes démarches bancaires. Et tout ça, c'est du temps que tu vas devoir peut-être cumuler avec un travail salarié qui te prend aussi du temps. Et voilà, c'est des choses qu'il va falloir t'habituer à faire. Alors donc, si tu te déportes, que tu vas faire un investissement à 2 heures, 3 heures de route de chez toi parce que tu ne vas pas pouvoir dégager un différentiel positif là où tu habites parce que les prix au mètre carré sont trop chers pour dégager vraiment ce différentiel, il va falloir que tu te délocalises. Donc, ce qui va faire en sorte que ça va te prendre encore plus de temps. J'espère que tu me suis jusqu'à présent. On va faire juste un petit point. Il y a plusieurs façons de faire de l'investissement immobilier. Il y a l'investissement il y a plusieurs types de location. Donc, il y a la location nue. Location nue, c'est-à-dire que tu n'as pas... C'est un bien immobilier, un appartement, une maison, où la personne doit y apporter ses meubles, et la location meublée, où la personne n'a que ses vêtements finalement à apporter. Donc là, il y a deux types de location. On ne va pas rentrer dans les avantages fiscaux qu'ils ont l'un et l'autre par rapport à cette activité, mais tu dois savoir une chose, c'est qu'il y a la location nue et meublée. Ensuite, tu dois aussi savoir qu'il y a la location longue durée et la location courte durée. La location courte durée, généralement, donc il y a la location longue durée et courte durée. La location longue durée, généralement, est associée avec la location en nu, et la location courte durée, généralement, est associée avec la location meublée. Ce que tu dois comprendre, c'est que la location courte durée, meublée, est plus rentable généralement que la location longue durée et en nu. En même temps, celle-ci te demandera plus d'investissement, du fait des meubles, tout simplement, et de peut-être la décoration que tu vas engendrer par rapport à ça, et aussi elle te demandera plus de temps au fait du travail que cela va générer. Donc généralement, quand on entend parler de location courte durée, c'est un petit peu ce que tu vas entendre un peu partout, location saisonnière, le Airbnb, Booking et autres plateformes comme ça, c'est-à-dire que tu vas vendre des nuits. C'est un travail spécifique, il y a des manières tu vas tout de suite peut-être gagner de l'argent avec ce type de location, mais il faut que tu comprennes que ça demande une gestion particulière, ça te demande un aménagement de temps de travail également particulier. Et donc, il faut que tu prennes en relation ce qu'il y a de plus intéressant pour toi, quel type de location tu vas devoir faire. En même temps, tout ça va se faire aussi par rapport à l'emplacement où tu vas acheter. Il y a peut-être des villes où il est beaucoup plus intéressant de faire de la courte durée, du fait que si tu le faisais en location longue durée, en nu, manière classique, tu ne gagnerais pas d'argent, et peut-être que en le mettant un appartement en location courte durée et meublé, tu gagnerais un peu plus d'argent. J'espère que tu me suis par rapport à ça. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que cette vidéo-là, on pourrait s'arrêter sur un des termes immobiliers et en faire déjà des vidéos de 10 heures, 20 heures, peu importe. Ça prend énormément de temps pour connaître tous les rouages. Là, je survole les choses de manière très sommaire, et peut-être que toi qui as déjà investi, qui connais déjà toutes ces mécaniques, tu es un peu comme moi aussi, parfois tu vas te dire mais c'est logique, c'est basique, etc. Et toi qui n'as jamais investi, peut-être même en regardant ma vidéo, et j'essaie d'être vraiment simple, tu vas être peut-être complètement perdu. Donc
n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je referai peut-être une vidéo comme ça, assez longue, où je te donne un maximum de contenu si tu as un sujet, un thème vraiment précis où tu veux que je m'arrête, que je t'en fasse une formation comme ça, entièrement gratuite, et bah t'hésites pas. Après, je pense aussi très sincèrement que si tu veux rentrer dans le vif du sujet, que tu vas aller plus loin, plus vite, plus fort, avoir des connaissances optimisées, dépassées et apprendre d'un maximum de professionnels, je te le dis, je fais une petite parenthèse. Le 13 janvier 2018, je fais un séminaire sur l'investissement immobilier. Je suis accompagné que de professionnels de l'immobilier, le notaire, le comptable, des fiscalistes, des marchands de biens, des agents immobiliers. Bref, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour avoir les connaissances pour bien investir. Et dans mes séminaires, tu ne repars jamais les mains vides puisque on t'aide, puisque ceux qui seront prêts à passer à l'acte, nous t'accompagnerons pour faire tes premiers investissements, c'est-à-dire que tu auras contact avec des chasseurs d'appartements, des chasseurs de maisons, des chasseurs d'immeubles, des chasseurs de produits locatifs partout en France pour justement avancer dans tes investissements parce que la connaissance que tu vas acquérir durant cette journée va être exceptionnelle, mais savoir c'est bien, pratiquer c'est beaucoup mieux. Je referme la parenthèse, je t'en reparlerai sûrement à la fin de la vidéo. On va continuer dans l'étape par étape de l'investissement immobilier. Tout à l'heure, je t'ai expliqué, je t'ai parlé d'un mot peut-être bizarre pour toi, incohérent, quelque chose que tu connais pas, c'est le rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare, le rendement? Eh bien, c'est une des premières choses finalement que je t'en parle là quasiment au bout de je sais pas combien de minutes de vidéo, mais c'est une des choses peut-être primordiales que tu dois savoir lorsque tu te projettes sur un investissement locatif et qui va déterminer ton positionnement sur ce futur achat ou si tu vas vraiment te positionner dessus. Bon, alors il existe des dizaines de façons de calculer ce rendement. Il faudra vraiment que tu distingues plusieurs choses. Il y a le rendement brut, le rendement net. Le rendement net, on va être classique. Je vais te faire un rendement peut-être d'agent immobilier, mais que tu sois, voilà, que ce soit clair dans ta tête. Donc, le rendement, c'est loyer mensuel, d'accord, que tu vas toucher fois 12. Donc admettons tu touches 500 € de loyer fois 12, d'accord, j'espère que tu me suis. Moi généralement je mets la taxe foncière de manière automatique, moins la taxe foncière fois 100 divisé par le prix d'acquisition. Donc, admettons 500 fois 12 moins 800 de foncier. Je vais te parler un petit peu des chiffres que je connais par rapport à mon marché local. Divisé par 60 000 €. On va prendre la calculette. 500 fois 12 moins 800, ça fait 5002. 5200 divisé par 60 000 l'acquisition que tu as fait fois 100 est égal fois 100 est égal à 8,6, soit ton rendement brut de foncier, j'aime bien dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire 8,6? Ça veut dire que un placement que tu viens de faire, donc une acquisition via un investissement locatif, ton argent à travers ce bien immobilier va travailler à hauteur de 8,6% brut. À titre de comparaison, un livret A est à 0,75. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai pas trop besoin de t'expliquer le pourquoi du comment tu dois faire de l'immobilier. Le calcul
est vite fait. Donc moi, ce que je te conseille par rapport à ce calcul-là, par exemple, là on a vu 8,6, 8,6, il n'y a pas 100% de chance, à moins que tu aies fait un bel apport, que tu aies un bon différentiel. Souviens-toi, le différentiel, je t'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ce que tu dois faire, c'est faire ton rendement de foncier, ton rendement moins le foncier, comme je te disais tout à l'heure, brut de foncier, pardon, et que pour commencer à te projeter sur un bien, tu dois être sur un minimum de 10%. Voilà. Ça doit être ta base. Ça doit être un cheminement que tu dois approfondir si tu veux, bien sûr, vivre de tes loyers. Parce que ces 10%-là, tu auras assez, comme je te disais tout à l'heure. Normalement, attention, on ne rentre pas dans des chiffres bien précis, mais tu as de fortes chances que ton différentiel, après toutes tes charges, reste quand même un petit peu positif. Donc, tu vas commencer à pouvoir dégager un petit peu de différentiel. Et un différentiel sur un bien, puis un autre, puis un autre, puis un autre, à moyen terme, tu seras peut-être en capacité d'échanger ton travail par des revenus fonciers. Comment faire en sorte d'arriver à ce rendement? Eh bien, déjà de regarder au niveau localisation, dans quelle ville, dans quel secteur, dans quel marché c'est possible d'avoir ce type de rendement. Comment réussir à l'avoir? En négociant par exemple ton acquisition, ton investissement, pour arriver toujours à un minimum de ce chiffre-là. Plus tard, quand tu vas louer, c'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que sur le papier, ton loyer n'est pas suffisant pour arriver à ce montant-là, mais avec des rénovations que tu vas faire dans ton logement, eh bien, ton loyer va gagner 50 à 100 euros de plus. Je dis une bêtise, hein, peut-être, mais ces 50 et 100 euros de plus vont nous faire arriver à ces 10% de rendement. Donc voilà, tu as plusieurs manières de faire pour générer un rendement locatif toujours plus important. Il y a quelque chose qu'on se pose souvent comme question, c'est comment trouver une bonne affaire? Eh bien déjà, respecte déjà ta logique et base-toi toujours sur des biens qui vont te ramener un différentiel positif. Voilà, déjà tu vas faire déjà des présélections sur des biens. Trouver ta bonne affaire, ne sois pas trop pressé. Tu vas multiplier les visites. Des visites, depuis que j'ai commencé l'investissement, je ne pourrais même pas les calculer le nombre de biens que j'ai vus, que j'ai visités, que j'ai sondés, que j'ai appréhendés, calculés, visualisés, fait des offres, tenté d'acheter, acheter aussi par la suite, parce qu'il faut bien aussi à un moment donné en acheter. Et donc, tu vas passer le clair de ton temps dans les visites. Donc, sois pas trop pressé, ne te lance pas à corps perdu dans le premier bien que tu vas visiter. Après, si tu as un agent, un chasseur, où on t'a mis sur un coup, évidemment, qu'il ne faut pas rater, là, ne perds pas de temps, à contrario de ce que je te dis. Ça, c'est aussi une logique. On survole les choses. On ne rentrera pas dans les détails, donc on survole. Donc, ne sois pas trop pressé. Sois mobile aussi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu es à Paris, tu vas faire des rendements de 2-3%. Si tu vas en province, tu vas peut-être être à 8, 9. Et donc, on se rapprochera des 10% que je te parlais tout à l'heure. Et une dernière chose, sois aussi très réactif. C'est-à-dire que quand il y a un chasseur qui va t'appeler ou quand tu vas voir une annonce passer de particulier à particulier, bouge, sois réactif, sois présent, visite quand le bien arrive sur le marché. Enfin voilà, il faut que tu montres aussi beaucoup de réactivité par rapport à ça. Donc, respecte toujours ton idée en tête, il faut que j'ai mes 10%, 10%, 10%. Que tu dois réussir lorsque tu as calculé tous tes chiffres, toutes les charges, etc., que tu as toujours ce petit différentiel de positif. Attention, je te le redis et je te le répète parce que j'y pense en même temps que je te parle. Cette vidéo, je t'ai dit, il y a plusieurs manières d'investir. Là, nous parlons par exemple, si tu veux, à moyen terme, gagner peut-être un peu d'argent avec ces revenus-là et avec des revenus fonciers ou peut-être à plus long terme en vivre. Lorsque tu pars en visite, je te dis, je te le répéterai toujours, sois accompagné d'un bon professionnel, un professionnel qui travaille pour toi, que ce soit un agent ou un chasseur, peu importe, mais quelqu'un qui travaille pour toi dans ton intérêt. C'est essentiel
lorsque tu vas te projeter dans tes investissements, parce que lui connaît le marché, lui connaît peut-être mieux le bien que toi, lui connaît l'immobilier peut-être un peu mieux que toi lorsque tu es primo-investisseur. Commence déjà peut-être même aussi à entrouvrir une négociation avec l'agent, à essayer de voir lui qu'est-ce qu'il peut savoir sur le bien, est-ce qu'il a une largesse dans la négociation sur le bien qu'il t'a proposé. Et une chose que tu devras aussi apprendre avec le temps, c'est à jauger et juger le prix des travaux. Puisque on va pas se mentir, alors attention, c'est généraliste ce que je te dis, mais la plupart des belles occasions, des belles affaires se font sur des biens qui sont à rénover puisqu'elles sont forcément négociables. Et que tu auras moins de monde sur ce marché d'investisseurs parce que entreprendre des travaux n'est pas quelque chose d'aisé et n'est pas quelque chose aussi qui fait peur. Donc forcément, vu qu'il y a moins de monde sur ce marché, eh bien tu auras plus de souplesse pour la négociation. Mais attention, comme je te dis, ça n'est que du généraliste. Je vais aller peut-être dans un contresens, c'est que je te dirais pas d'abuser sur la négociation. Si tu arrives à être au prix, ça sert à rien d'aller tenter de plier le vendeur, le vendeur ou l'agent que tu auras en face de toi, quitte à perdre justement cette bonne affaire pour juste gagner quelques centaines, voire quelques petits milliers d'euros. Il faut aussi que tu sois cohérent dans tes offres. Il faut aussi que tes offres soient cohérentes par rapport au marché, par rapport au bien, à sa situation et à tous les éléments factuels qui la composent. On va reprendre dès le départ. Tu as envie de faire de l'immobilier parce que sinon tu ne te serais pas tapé toute cette vidéo avec moi. Et donc tu as envie de faire de l'immobilier, tu as envie de faire de l'investissement, tu sais ce que peut te prêter les banques, tu sais donc où tu vas aller acheter par rapport à un rendement que tu vas devoir créer et un différentiel qui va en découler. Et donc tu vas chercher en conséquence de ça, peut-être qu'à moyen terme tu vas trouver un bien immobilier et tu vas passer chez le notaire pour signer ton compromis. Alors, un compromis n'est pas quelque chose d'anodin, c'est un engagement légal qui t'engage. Alors, tu as la largesse, si tu veux, de pouvoir t'en dégager parce que tu as des jours de rétractation où tu peux t'en dégager. Mais je vais mettre un accent là-dessus. Si tu veux faire de ta vie de l'investissement immobilier, il faut que tu montres un sérieux et un engagement. Ne te lance pas dans des compromis, dans des offres pour signer, juste pour signer. Si les professionnels qui t'entourent, si tu as pris bien sûr la bonne décision, alors vraiment attention, parenthèse, à moins que pendant tes jours de rétractation, on t'annonce qu'il y ait un gros loup dans la maison, dans l'appartement, dans l'immeuble que tu as acheté, et là c'est normal que tu sortes de ton compromis, mais montre de la crédibilité. Tu veux que tes partenaires te fassent confiance, tu veux que tes partenaires t'aident à renouveler tes opérations, il faut absolument que tu sois quelqu'un de crédible. Moi, je me suis toujours attaché à ça, c'est-à-dire de montrer ma crédibilité auprès de mes partenaires avec qui j'ai fait des opérations immobilières. Tu auras à peu près 45 jours pour après aller à ta banque, négocier avec ta banque le fait de pouvoir te suivre sur ce projet. Comme je te dis, va pas signer un compromis si bien avant tes démarches, tu n'as pas été voir ta banque. C'est la première des choses que je t'ai dit, que je t'ai apprise. Va voir d'abord ta banque. Est-ce que tu es en capacité d'investir? Va pas signer des compromis, faire entre guillemets perdre du temps, faire des fausses joies à un vendeur. Voilà, c'est un engagement, c'est pas un jeu. Donc voilà, va à la banque bien avant et une fois que tu as ton compromis, parce que les banques ne se mettront pas en action tant que tu n'auras pas ce document légal qui est le compromis, là tu vas aller dans ta banque, peut-être une deuxième, une troisième, une quatrième, ne te limite pas qu'à ta banque, ça c'est un très grand conseil, et tu vas aller tenter d'avoir ton prêt immobilier. Généralement, se passe environ 3 mois de la signature du compromis à la vente définitive où tu seras propriétaire de plein droit. N'oublie pas une petite chose, c'est bien sûr de t'assurer le jour de la signature pour éviter
X ou Y problème, parce que la vie est ainsi faite, il peut se passer toujours tout et n'importe quoi. On a dit que tu as 45 jours pour aller voir des banquiers ou courtiers. Ça, c'est un choix. Si tu es sur ma chaîne, que tu regardes cette vidéo, déjà, premièrement, avec tout ce que je t'ai dit depuis le départ, abonne-toi, ça fait plaisir. Et je t'avais fait une vidéo sur courtier contre banque. Tu te feras ton avis. Mon avis reste sensiblement le même, mais voilà, c'est pas un avis à arrêter. Il y a des bons banquiers, des bons courtiers. En tout cas, le mieux, c'est quand même d'aller voir des gens qui sont décisionnaires et qui sont capables de te dire rapidement oui ou non sur ton projet immobilier. Ce que je te dirais, c'est avec les banques, il va falloir aussi que tu joues le jeu. C'est-à-dire que si tu vas négocier peut-être le taux, peut-être la durée, peut-être ton apport, peut-être tes remboursements anticipés. Alors, je pourrais te faire une vidéo beaucoup plus longue. Comme je t'ai dit, sur l'immobilier, on pourrait en faire des heures, des jours, etc. C'est inépuisable. Les ressources, les stratégies, même lorsque tu auras éteint cette vidéo, même si tu regardais toutes les vidéos qu'il y a sur Internet de moi ou des gens qui sont en train de te parler d'investissement, c'est inépuisable. Les ressources en immobilier sont inarrêtables. Tu en apprendras tous les jours. Donc, je te le dis, je te le répète, tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, tu as sous la vidéo un lien pour venir le 13 janvier. Dépêche-toi, chaque jour qui passe, des places sont prises. Donc, réserve ta place pour le 13 janvier et passer un cap dans tes investissements. Donc, comme je te dis, négocier un maximum de choses, mais à contrario, voilà, il va falloir donner un peu de change aux banquiers. Sois honnête avec ta banque. Il y a des multiples façons de faire des choses qui permettent peut-être d'accélérer, peut-être de ne pas spécialement être honnête avec la banque, mais tu verras que je t'en parle à titre d'expérience. Sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui va te servir. Donc, tu peux tout négocier, le taux, tu peux négocier les frais intercalaires. Alors, qu'est-ce que c'est les frais intercalaires? C'est-à-dire que, allez, admettons, tu as donc 100 000 euros de crédit. Et dedans, il y a 20 000 euros qui sont destinés aux travaux. On va être, bref, 80 000 pour l'acquisition. Eh bien, tu vas pas rentrer dans l'amortissement des 500 euros, par exemple, qui correspondent au coût du crédit total, mais tu vas rentrer dans ce qu'on appelle sur 6 mois, 1 an, voire peut-être 2 ans, dans des intérêts intercalaires, c'est-à-dire des frais beaucoup moindres, ce qui fait que tu ne rentres pas dans de l'amortissement, mais ce qui fait que pendant ta durée de travaux, tu ne payes pas beaucoup sur ton prêt, ce qui te permet de ne pas avoir de grosses charges et de te permettre de faire tes travaux tranquilles, parce que pendant tes travaux, bien évidemment, tu n'auras pas de locataire. J'espère que tu me suis jusqu'à présent. Je sais, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être lourd. Le processus continue. Tu es propriétaire de plein droit de ton bien et peut-être que tu as fait une très bonne affaire et peut-être que tu as des travaux à faire justement dans cette acquisition. Et là, c'est un domaine bien particulier. C'est-à-dire que tes travaux vont faire gonfler le prix et la valeur de ton bien et peut-être même en dégager une plus-value. Peut-être que tu feras une opération marchande grâce à ça. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est d'estimer le coût des travaux lorsque tu visites des biens. Et alors, on va être basique. Pour un artisan, tu vas tourner à peu près entre 400 et 600 euros du mètre. Et pour une entreprise, tout dépendra de l'entreprise, tu seras entre 800 et 1000 euros du mètre. Alors après, ça peut monter dans tous les sens, on reste généraliste. Base-toi là-dessus, c'est-à-dire qu'une rénovation complète, quand je te parlais tout à l'heure de la boîte à chaussures, c'est-à-dire de tout refaire, ne garder que les 4 murs, faire toute l'électricité, toute la plomberie, tous les revêtements, toute l'isolation, les menuiseries, etc. Pour moi, ça, c'est une boîte à chaussures. Ensuite, ce que tu dois faire pour trouver les bons artisans, c'est de faire jouer la concurrence, tout simplement, sur les devis. C'est de les rencontrer. C'est aussi du feeling. C'est une façon de savoir si tu as face à toi des bons professionnels. Et puis, c'est d'apprendre. C'est ne jamais cesser d'apprendre. Après ton chantier, il faudra aussi le surveiller et puis intéresse-toi à ton chantier parce que peut-être que demain tu renouvelleras les choses et que peut-être tu vas prendre passion pour l'immobilier et plus tu en seras, plus tu gagneras de l'argent.
ton bien est fini de rénover, eh ben, tu vas le mettre en location. Alors après, ça va être un choix. Est-ce que tu le fais gérer toi-même? Est-ce que tu le fais gérer par agence? Évidemment, si tu habites à 300, 400, 500 bornes de ton produit locatif, ça va être compliqué de gérer à distance ton bien. Si tu fais de la courte durée, c'est pareil. Alors attention après, voilà, si je te parle de la location courte durée, si c'est toi qui t'en occupes et qui fais le ménage, etc. Tu peux laisser donc à une agence qui va s'occuper de chercher le locataire, qui va s'occuper des états des lieux, qui va s'occuper de faire les contrats. C'est un choix parce que forcément, allez, une agence, ça tourne entre 8 à 12% en moyenne de frais sur ton loyer. Alors bon, c'est du hors taxe. Forcément, ça va manger un petit peu ton différentiel. Le différentiel, je ne sais pas si tu te souviens de ce que c'était. Donc ça va te manger un petit peu. Puis si tu prends une GLI, une garantie de loyer impayé, généralement c'est entre 3 à 4% du loyer. Donc ça peut vite monter, la note peut être vite salée sur une gestion d'agence, mais après c'est aussi peut-être une tranquillité et ce sera à toi de choisir par rapport à tes besoins. Eh bien, cette vidéo a été assez longue. Si elle t'a plu, laisse-moi un like. Si tu es arrivé jusqu'au bout, c'est que tu es un acharné de l'immobilier et c'est que c'est sûrement fait pour toi. Ce que je te conseille de faire surtout, c'est de cliquer sous la vidéo et c'est de venir au séminaire le 13 janvier. Participer à cet événement exceptionnel dans un lieu exceptionnel où tu vas apprendre énormément de choses en termes de stratégie, d'avancée. C'est pour tout le monde. Si tu n'as jamais investi, tu vas continuer d'apprendre et tu vas avoir, comme je te dis, des professionnels face à toi pour t'expliquer comment faire de l'investissement. Et si tu es déjà en stratégie avancée, que tu es déjà un multipropriétaire, cet événement-là est également fait pour toi. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que ce type d'événement n'est pas uniquement une source de connaissances. Moi, je n'ai jamais été très bon scolairement et le fait d'avoir un professeur qui me retransmet quelque chose, ça ne connecte pas, je n'y arrive pas. Et tu verras que durant cet événement, tout le monde va participer. Je te réserve énormément de surprises. Ça va être très ludique. Après le séminaire, on reste en contact sur des groupes privés. Tu as des contacts avec des chasseurs immobiliers partout en France. Donc, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est venir à ce séminaire le 13 janvier. J'espère que cette vidéo t'a plu, ce format t'a plu. Si tu as aimé, laisse-moi tes commentaires. Dis-moi si tu as envie que je refasse quelque chose d'un peu plus poussé, de prendre un sujet type et d'en faire une formation quelconque. Tu me le dis, comme je te dis, on peut parler des heures et des heures, des jours et des jours. Les stratégies en immobilier sont inépuisables et tu ne t'en rendras compte que en le pratiquant. Quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, peut-être pas aussi longue, et ciao!